et bienvenue sur Managerama TV. Dans beaucoup d'entreprises, les services qui devraient être en ce moment les plus actifs sont ceux qui réfléchissent à l'après-crise. Les perspectives peuvent être nombreuses à condition de bien se préparer pour mieux rebondir. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir une personne qui accompagne les entreprises dans la gestion de crise et du changement, et ce depuis plusieurs années sur le plan national et international. Bonjour et bienvenue Anna-Maria Pépin, fondatrice et partenaire à Tech Training International ici en Suisse. C'est exact. Anna-Maria, quels sont les atouts que votre expérience vous a donnés pour vaincre une crise? Nous avons analysé des dizaines et des dizaines d'entreprises, aussi bien sur le plan national et international. Et notre analyse nous a montré que toutes les sociétés qui sont sorties gagnantes d'une crise avaient quelques atouts communs. Quels étaient ces atouts à l'époque et quels sont les atouts encore aujourd'hui? En premier lieu, il faut avoir un leader. Un leader qui voit une crise comme une opportunité et qui sait, en stimulant la créativité et l'esprit d'innovation, sait identifier les opportunités. Prenons l'exemple de Steve Jobs. Comme vous le savez certainement, Steve Jobs, fondateur d'Apple, a été viré d'Apple en 1985 et a été rappelé pour sauver la société en 1997. Et lorsqu'il est revenu, il a trouvé la société dans une situation financière désastreuse. C'est plus que 708 millions de pertes chaque trimestre. Mais il lui a fallu moins d'une année pour redresser la barre. Et à la fin de 1997, il a clos son exercice avec plus que 4 millions de dollars. Steve Jobs, il a marqué son retour chez Apple avec une campagne publicitaire qui a fait même le tour du monde. Et cette campagne publicitaire était intitulée Think Different. Think Different était en effet un message à son personnel, parce qu'il y a mis des plus grands innovateurs tels que Einstein, Mohamed Ali, Mahatma Gandhi et d'autres. Et qu'est-ce qu'il voulait dire à son personnel? Il voulait leur dire Back to basics. Regardez là nos héros et regardez nous-mêmes qui nous sommes. Et avec cette différence, cette stimulation de la créativité et un changement de culture radical, il est arrivé à mener son équipe à faire des inventions les plus remarquables du monde, telles que le iBook, le iMac, le iPod, le iPhone. Et à la fin de 2008, il a clos son exercice avec 9,1 milliards de bénéfices nets. Et un deuxième point que j'aimerais bien énumérer ici, c'est que le leader doit avoir une vision claire. Il doit avoir une vision claire de la situation après-crise. Et il doit savoir comment est-ce qu'il peut mener son équipe à réaliser cette vision. Pensons une fois à Nicolas Hayek. Nicolas Hayek, le président du Swatch Group. Au début des années 80, le jadis fleuron de l'industrie suisse, notre horlogerie, a failli disparaître. Et c'est grâce à Nicolas Hayek qu'elle a ressuscité. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ces années-là, c'était le Japon qui avait pris le devant. Au Japon, on construisait les montres en se basant sur la technologie quartz et avec beaucoup moins de composants, seulement 100 composants. En Suisse, on faisait des montres mécaniques avec plus que 200 composants. Évidemment, le Japon pouvait livrer à ce moment-là les montres beaucoup moins chères, en plus précises, et troisièmement, avec toutes sortes d'atouts tels que le chronomètre et autre chose. Alors, Nicolas Hayek, à l'époque, avait une vision très claire, une réduction drastique des coûts de production afin de pouvoir rester compétitif face au marché japonais. Alors, sa vision ne pouvait pas être plus claire. Il disait à tous ses employés, en moins d'1 an, nous allons construire des montres avec moins de 50 composants et ceci
en utilisant du plastique comme matière première. Et voilà, le Swatch est né. Suite à ce succès extraordinaire, la suite de l'horlogerie mécanique a repris l'essor. Et au début des années 90 déjà, elle a retrouvé donc la situation qu'elle avait eue pendant des siècles, devenue de nouveau un fleuron de l'industrie suisse. Très belle histoire. Voilà. Maintenant, nous avons eu deux atouts. Alors, l'opportunité et une vision très claire. En troisième lieu, alors ce que nous trouvons très important, c'est une communication efficace et honnête avec le personnel et en impliquant le personnel dans le processus du changement. Ici, j'aimerais relater une petite histoire que j'ai vécue tout dernièrement. J'étais présente dans une très grande entreprise ici en Suisse, chez le directeur des ressources humaines, et tout d'un coup, un employé est arrivé et il a offert à son directeur une bouteille de vin. Et il lui disait, je suis venu, monsieur le directeur, parce que j'aimerais vous remercier. Je viens d'être licencié, mais malgré tout cela, j'aimerais vous dire un grand merci pour cette communication aussi franche et ouverte que vous avez eue depuis le début de la crise jusqu'au moment de mon licenciement. Et ça m'a extrêmement frappée. Alors, et m'a montré à quel point une communication franche et ouverte est la base pour sortir gagnant d'une crise. Alors, Anna-Maria, quelles sont selon vous les erreurs à ne pas commettre en période de crise? En ce qui concerne la crise, beaucoup de gens sont pris de panique. Et cette panique provoque souvent des décisions à la hâte. Et on a vu beaucoup de sociétés qui ont pris ce genre de décision et ils ont bien regretté. Quand vous posez cette question, quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Je dirais en premier lieu, licenciement, alors sans réfléchir aux conséquences. Nous avons vu des situations où les personnes clés pour la situation après-crise étaient licenciées et les sociétés ont évidemment bien regretté ceci. Deuxième chose, je dirais, c'est les réductions, donc la masse, réduction encore une fois, sans réfléchir sur les dangers de la pérennité, aux mises en péril de la pérennité de la société. Là, on a vu, par exemple, le changement du fournisseur. Encore une fois, peut-être pas forcément bien réfléchi au moment de la prise de décision. Troisièmement, on a vu des situations où les sociétés voulaient tout changer à la fois, mais sans avoir une vision claire de l'objectif final. Quatrièmement, je dirais changer absolument la stratégie, mais faire un changement même radical de stratégie. Et pourtant, on aurait très bien pu faire des adaptations à la crise, ça aurait suffi. Numéro 5, attendre, tout simplement attendre que la crise passe, rien faire. Et numéro 6, peut-être la chose la plus importante, c'est manquer les opportunités que chaque crise mène avec elle. Et au niveau de l'implication du personnel, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous constatez dans les entreprises? Est-ce que les dirigeants impliquent assez le personnel dans la réflexion, au niveau de la communication, au niveau de trouver les idées? Malheureusement, non. Il y a quelques sociétés, comme j'ai dit tout à l'heure, l'exemple que j'ai donné, une grande entreprise avec l'employé avec sa bouteille de vin, c'est une très grande exception. Le problème, c'est que les sociétés ne savent pas comment communiquer les mauvaises nouvelles. Ils ont peur, ou elles ont peur de cette communication. Et ne pas savoir, pour eux, souvent, ça veut dire aussi se taire et rien faire. Et c'est la chose, ou c'est l'erreur la plus flagrante qu'on puisse commettre. Alors, pour terminer, Anna-Maria, donnez-nous une idée ou un conseil pratique que le manager ou les leaders peuvent mettre en place pour préparer l'après-crise et mieux rebondir. Bon, si je dois me limiter à un seul conseil, je dirais qu'une formation adaptée à une situation de crise, c'est ce que la plupart de nos clients font actuellement et avec beaucoup de succès. Qu'est-ce que ça veut dire
formation adaptée à la situation. Ceci peut se passer à travers plusieurs voies. La première, c'est e-learning. Deuxième, c'est des courtes sessions, d'accord, sous forme de lunch and learn, ou bien breakfast learning, ou bien after-hour learning, ou en troisième lieu aussi le virtual instructor-led training. Ici, il s'agit de très courtes sessions d'une heure, entre 1 heure et 2 heures, et ça se passe en ligne avec un instructeur, mais qui communique avec les participants au cours à travers son ordinateur. Maintenant, Lunch and Learn, c'est vraiment la formule qui est utilisée le plus souvent ici en Suisse. Lunch and Learn, qu'est-ce que c'est? C'est une formule qui permet aux sociétés de veiller à ce que son personnel reste formé, mais en même temps, donc là, à un moindre coût. Le grand avantage. L'autre chose, c'est une possibilité de faire rencontrer les employés de la même société ou bien aussi les employés de différentes sociétés afin qu'ils puissent échanger les points de vue ou bien les expériences faites pendant la période de crise. Et c'est une valeur extrêmement importante que nos clients apprécient énormément. Alors je dirais, Lunch and Learn, les avantages, c'est continuer quand même à former le personnel, moindre coût, échange d'expérience, échange de point de vue, et ce qui est le plus important, c'est avoir un personnel qui est prêt à rebondir à l'issue de la crise. Voilà, c'est ce que je dirais en conclusion aussi avec un seul conseil que je laisserai à vos spectateurs. Merci beaucoup Anna-Maria Pépin d'être venue partager votre expérience et votre analyse avec nous ici aujourd'hui. Merci beaucoup Anna-Ika de m'avoir donné cette possibilité de partager à votre série Managerama TV que j'apprécie beaucoup. Alors un grand merci pour ceci. Merci. À très bientôt sur Managerama TV.